Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'école et d'éducation. Non pas de la laïcité telle qu'elle est envisagée, ou enfin telle qu'elle est pratiquée, envisagée et critiquée aussi en France, parce que c'est plus large que ça. Mais je veux plutôt parler de l'école de façon beaucoup plus large dans les autres pays dans le monde. Alors vous me direz à quel titre est-ce que je suis en droit de porter un jugement. Je ne porte pas de jugement, je donne juste mon opinion et je n'oblige personne à suivre ce que je dis. Simplement, j'ai un éclairage, je pense, plus avisé que bien d'autres personnes. Donc, c'est mon avis et je le partage, quoi, en gros. C'est ça. Parce que derrière l'école, il y a beaucoup de choses, énormément de choses. L'école, c'est juste, comment dire, une structure dans laquelle un enfant va venir pour apprendre à avoir accès à la connaissance. Je dis bien apprendre à avoir accès à la connaissance, parce que l'école commence notamment par le fait d'apprendre à lire et à écrire. Donc c'est la base. Mais l'idéal quand même, c'est pas toujours possible, mais l'idéal quand même, c'est quand il y a une maternelle avant, d'apprendre à lire et à écrire, parce que dans une maternelle, on apprend à vivre les uns avec les autres, avec les différences. Voilà. Un enfant de quelques années, quand il se retrouve à l'école et qu'il se retrouve confronté à d'autres petits bouts de chou de sa taille et de son âge, de milieux différents, c'est encore mieux. C'est extrêmement intéressant de voir d'observer comment il se comporte, comment il réagit, comment est-ce qu'il gère les conflits, comment est-ce qu'il apprend à être de moins en moins gauche avec son corps. Il y a plein de choses à apprendre à la maternelle, et il fut un temps où nous avions, paraît-il, une des meilleures maternelles au monde en France. Je ne sais pas exactement si c'est toujours le cas, mais moi, ma fille aînée n'y est pas allée, parce que j'étais dans un petit village où il n'y avait pas de maternelle, la seconde non plus, donc elles sont allées une année, l'année avant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, elles sont allées à l'école, dans la même école, quoi. Elles sont restées dans la même école. Et elles ont appris l'essentiel, en fait. Mais moi, elles allaient à des cours de gym le mercredi, de la gym pour les tout-petits, chose que je recommande chaleureusement parce que c'est vraiment extrêmement intéressant pour les tout-petits de faire de la gym. Parce qu'on leur fait faire des jeux qui sont adaptés à leur psychologie et aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer physiquement. Donc ils sont plus à l'aise avec leur corps et donc ils sont plus à l'aise à l'école ensuite. Pendant qu'ils font de la gym, ça a des répercussions extrêmement positives sur leur scolarité. Donc c'est très intéressant. Voilà. Mais bon, quand on peut se permettre dans un pays d'en arriver là, mais malheureusement, il y a beaucoup de pays où les écoles ne peuvent pas encore se permettre ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager parce que c'est tout à fait intéressant. Quant à l'école, ensuite, évidemment, il y a l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais ce qui est très important, ce qu'on vient de me dire, là, ce que mon coach vient de me dire, c'est au niveau de la mixité. Alors, moi, je sais que ma maman, quand elle était enfant, elle est née en 1934 en France, elle était dans une école, les garçons et les filles étaient séparés. Elle a toujours eu des rapports extrêmement difficiles avec ses deux frères aînés, et je pense que le fait que l'école soit séparée a très probablement empiré le fait qu'elle ne s'entendait pas avec eux. Je pense. Parce qu'il est probable que ses frères auraient eu une image d'elle plus positive. C'est tout à fait probable. Et ce que je trouve extrêmement important, il y a le fait qu'un enfant a tout intérêt à être confronté à l'autre sexe. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le simple fait que, à partir du moment où une école est mixte, ça implique que l'on enseigne exactement les mêmes choses aux garçons et aux filles. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Parce que, justement, si l'on enseigne les mêmes choses aux garçons, aux filles,
ça génère le fait qu'ils bénéficient, l'un comme l'autre, de la même considération et qu'on leur transmette les mêmes valeurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Voilà. Ensuite, l'idéal... alors, je vais dire un mot au sujet des rythmes scolaires, notamment. Parce que j'ai lu un sondage, il y a quelques jours, qui disait qu'en France, il y avait 7 enseignants sur 10 qui se plaignaient des rythmes scolaires. Alors déjà, personnellement, j'y crois absolument pas. Voilà. Alors vous me direz, c'est une façon de balayer le problème d'un revers de manche. Non, sincèrement, c'est pas du tout le cas. Qu'il puisse y avoir des problèmes au niveau de l'application, c'est tout à fait possible et tout à fait probable, on est parfaitement d'accord. Mais moi, je ne démords pas sur le fait que ce soit absolument nécessaire. D'une part, il faut savoir que les parents qui sont contre les rythmes scolaires, en général, sont des parents qui ont la chance d'avoir des enfants qui ont de très bons résultats. Et donc, en fait, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils considèrent que leur enfant, ce qui importe surtout, c'est qu'il apprenne énormément. Hein. C'est une tête pensante, c'est une bête à concours, et donc ils veulent tout simplement que l'école soit conforme à leurs désirs. Donc les cours de maths à 3 ou 4 heures de l'après-midi, ça leur pose aucun problème. Hein. Que leur petit chérubin on lui bourre le crâne complètement, c'est ça qui est derrière. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques parents qui n'étaient pas pour, et c'était ça qui était derrière. Bon. Le problème, c'est que quand on travaille avec les pédiatres, on se rend compte que l'enfant est beaucoup moins attentif l'après-midi, et donc les rythmes scolaires sont là justement pour lui faire plein de choses qui sont autres que les apprentissages classiques de l'école, lire, écrire, compter, etc. Même si c'est du macramé, un enfant, et c'est tout à fait intéressant pour un enfant, d'apprendre à faire du macramé. Et c'est très vilain de s'en prendre à la corde et au lien, et c'est complètement stupide, quoi. Il y a que Marine Le Pen pour sortir, Marine Le Pen ou NKM qui avait sorti ça. On leur fait faire du macramé. C'est très bien le macramé. C'est très bien le macramé. Mais déjà dans les problèmes rencontrés dans l'encadrement des cadres scolaires, enfin l'encadrement nécessaire pour les rythmes scolaires, il y a tout simplement les villes qui font preuve de bonne volonté et qui ont la sagesse d'avoir recours aux associations loi 1901, lire, faire lire, etc., et de faire appel aux bénévoles. En règle générale, quand on croit au rythme scolaire, bizarrement tout se passe bien, enfin relativement bien, et dans les municipalités où on ne veut pas des rythmes scolaires, évidemment ça se passe mal. Donc c'est quand même très interpellant, quoi. Il y a un vrai problème quand même. Hein. C'est ce qu'on observe vraiment. Hein. Voilà. Bon, la vérité, c'est que François Hollande disait l'autre jour qu'il fallait que dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à s'exprimer correctement. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. C'est moi qui dis ça, en fait. Je suis pas l'inspiratrice de François Hollande pour rien. C'est là que se situe vraiment le problème. Parce que je parlais de maternelle tout à l'heure, mais c'est vraiment en maternelle. Moi, je me souviens, par exemple, que ma troisième fille, par contre, est allée dans une vraie maternelle à et je me souviens très très bien que quand on lui montrait la photo de classe, elle nous disait ah ben ça c'est un tel, celui-là il mord, celui-là il mord. Puis ça l'avait marqué parce qu'évidemment elle n'avait pas l'habitude qu'on la morde, évidemment. Mais c'est tout petit en fait que l'on peut observer que certains enfants, parce qu'ils ne parviennent pas à s'exprimer correctement, vont choisir de donner des coups, par exemple. Hein. Ou de taper, voilà, ce qui est tout à fait normal à observer. Mais pour apprendre un enfant à ne plus donner de coups, mais à s'exprimer avec des mots, il faut le faire parler, il faut prendre le temps de parler avec lui et le faire parler. Alors vous me direz, c'est le rôle des parents, ce qui est tout à fait vrai, mais malheureusement dans la pratique, on sait bien qu'il arrive que certains parents ne puissent pas le faire parce qu'ils sont surmenés, parce qu'ils sont surbookés, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont un certain nombre d'enfants à la maison. C'est pas facile de toujours respecter l'individualité de chaque enfant et de prendre le temps de passer du temps avec chacun de nos enfants. Moi qui étais femme au foyer avec 3 enfants,
Je me souviens que la petite dernière, quand elle était toute petite, de temps en temps, elle se mettait à pousser une énorme gueulante parce que, de façon inconsciente, on laissait plus parler l'aînée et la seconde, et la dernière, on la laissait pas parler. Et donc elle se mettait à hurler carrément et à nous faire une crise de larmes pas possible. Et on disait, ben oui, et en fait, oui, elle a raison. Donc on faisait attention. Mais c'était elle qui nous rappelait à l'ordre, du coup. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas ça et qui souffrent du fait de ne pas pouvoir s'exprimer suffisamment. Encore faut-il que les parents aient la sagesse de ne pas trop regarder la télévision et de manger, par exemple, au minimum une fois par jour, sans avoir la moindre télé-radio d'allumée, de telle sorte que ça puisse parler un minimum. Voilà, ça c'est fait. Et j'accorde notamment énormément d'importance au rythme scolaire pour une autre raison, c'est que en ce moment, il y a eu un documentaire qui est passé au sujet du harcèlement il y a quelques jours que je n'ai pas encore regardé, mais que je vais regarder. Mais j'ai rédigé un article déjà sur le sujet. Et en fait, les rythmes scolaires jouent un rôle extrêmement important au sujet du harcèlement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'un enfant qui est victime de harcèlement, c'est un enfant qui est victime d'un phénomène de meute. C'est tout à fait assimilable, on peut parfaitement faire le parallèle entre une meute de loups, par exemple, et un groupe d'enfants. Très souvent, les élèves qui sont les harceleurs sont assez souvent des élèves qui ont été eux-mêmes harcelés et qui pratiquent le harcèlement pour compenser le fait qu'ils aient été harcelés. C'est-à-dire j'ai été agressé, donc j'agresse. Et ça, c'est un mécanisme qui n'est pas systématique, mais qui est assez courant. C'est un mécanisme qu'on peut rencontrer notamment aussi dans certaines perversions et dans certains problèmes de société infiniment plus graves, tels que le viol, la pédophilie, etc. Sur une dizaine de pédophiles, par exemple, il doit y en avoir 5 ou 6 qui ont eux-mêmes été victimes de pédophiles quand ils étaient enfants. Voilà. Pour certains, ça va se transformer de cette façon-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont mieux. C'est pas parce qu'ils sont devenus pédophiles qu'eux sont mieux dans leur tête, hein, d'ailleurs. C'est pas si simple que ça. Mais il se trouve que ça évolue quelquefois de cette façon-là. Mais pour le fait de donner des coups, quelqu'un qui a donné des coups est plus susceptible d'en redonner lui ensuite. On le voit par exemple avec des maris qui sont violents. Tiens, je vais parler notamment d'un livre qui est sorti, Ma compagne, mon bourreau, écrit par Maxime Gagé. J'espère que je n'abîme pas son nom. Il s'agit d'un homme qui a été battu par sa compagne. C'est juste absolument catastrophique. Et je le remercie d'avoir fait ce livre parce que c'est extrêmement courageux de la part d'un homme d'écrire un tel livre sur un sujet aussi tabou. Et cette femme-là l'a littéralement torturé pendant je ne sais combien de temps. Et c'est une psychopathe, quoi. Et cette femme a dû très probablement subir des tas de choses terrifiantes quand elle était enfant. Enfin, il y a une explication. Je ne veux pas faire de la psychologie de bistrot, mais je veux dire par là que souvent, les gens qui harcèlent ou qui sont agressifs ou qui sont méchants se comportent de cette façon-là parce qu'ils ont soit été victimes eux-mêmes de telles choses, soit l'ont vu autour d'eux. Un enfant, par exemple, qui a vu son père être violent avec sa mère pendant toute son enfance, statistiquement, a toutes les chances de reproduire cette violence-là, pas de façon définitive, parce qu'il arrive quelquefois que intellectuellement il en ait conscience et que donc il va prendre de la distance et puis évoluer. Mais généralement, il a au moins un moment dans sa vie où il va être violent et puis après il va réaliser, quoi. Alors bon, ensuite c'est de la psychologie et ça se soigne, hein. Un homme violent, ça se soigne. On n'est pas violent par hasard. Mais alors vous me direz quel est le rapport avec le rythme scolaire? Eh bien tout simplement alors moi je connais parce que j'ai été harcelée quand j'étais enfant, hein. Quand j'étais enfant et quand j'étais collégienne aussi. Et la vérité c'est que un individu, que ce soit enfant, que ce soit adolescent ou adulte, est plus qu'on ne le croit conditionné par son inconscient. Et il se trouve que par notre inconscient, en fait, on arrive quelquefois à faire certaines choses extrêmement graves. Et donc, comme c'est inconscient, par définition, on ne les comprend pas. Et on n'arrive pas à les analyser. C'est pour ça que le travail en psychanalyse, quelquefois, peut aider énormément. Et
le gros avantage des rythmes scolaires, c'est que ces enfants qui sont victimes de harcèlement, moi j'ai vu des choses incroyables quand j'étais pendant un centre aéré notamment que j'avais fait à Rouen. J'avais vu une gamine de 8 ans, 8 ans, toute petite, hein, qui était super adorable, bien dans sa peau et tout, enfin ça se passait super bien. Et puis je la vois à partir d'un certain moment, elle est devenue extrêmement triste, extrêmement taciturne. Et elle allait vraiment mal, quoi. Alors j'avais remarqué l'évolution quand même. Et puis donc au bout de 2 jours, quand même, je suis allée la voir. Parce que j'avais un bon feeling avec elle, quoi. Donc je suis allée la voir. Et là, elle éclate en sanglots et elle me dit, il y a une telle, là, elle me tape, elle me fait du mal, et elle me demande de l'argent. Et elle m'a dit que si jamais je lui apportais pas telle somme, je sais plus, que c'était pas des euros encore à l'école, c'est-à-dire que la gamine, elle se faisait racketter. Elle avait 8 ans, elle se faisait racketter par une autre gamine du même âge. 8 ans, l'autre, elle rackettait. Incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. À 8 ans, il fallait quand même... elle avait de l'avenir, hein, la petite. Hein. Donc j'ai évidemment résolu le problème. J'ai pris la racketteuse dans un coin et on a eu une bonne petite conversation. Et c'est rentré dans l'ordre. Mais le regard qu'elle m'a lancé en disait très long sur son avenir. Je serais très curieuse de savoir ce qu'elle est devenue d'ailleurs. J'ai une vague idée. J'ai une vague idée malheureusement. Mais je veux dire par là que cette petite gamine qui était victime de ce racket, c'était une gamine qui était juste adorable, quoi. Elle était bien dans sa peau, c'était pas du tout une grande gueule, elle avait même pas un quelconque prétexte comment dire, une particularité physique. Hein. Là, moi on a beaucoup de roux nous, dans la famille. J'ai une de mes filles qui est rousse, enfin qui est blond vénitien pour être précise. J'entendais le cas de ce collégien qui s'est suicidé parce qu'il était roux. C'est-à-dire qu'il était tellement stigmatisé parce qu'il était roux qu'il a fini par se pendre. J'ignorais que le fait d'être roux puisse mener à ce genre de choses, encore aujourd'hui. Mais je le vois, malheureusement. Dans l'histoire, oui, on l'a toujours su. Poil de carotte, etc., on l'a toujours su. Mais qu'aujourd'hui encore, ce soit vrai, c'est juste absolument incroyable, quoi. Et ce qui importe, en fait, c'est qu'un enfant qui a la moindre petite... j'allais dire anomalie, mais non, ça n'est pas une anomalie, bien évidemment. Particularité, je veux dire un grand nez, je ne vise personne. Le fait d'être tout simplement un tout petit peu hors norme suffit, malheureusement, à être entièrement stigmatisé dans une école, dans une classe, dans un groupe. Voilà. Et là, vous avez affaire à une meute de loups, quoi. Alors, vous avez le caïd. Voilà. Alors quelquefois, il arrive que le caïd en question soit très intelligent et parvienne à avoir une certaine distance et soit parfaitement conscient de ce qui se trouve. Moi, j'ai une de mes filles qui était comme ça. C'est-à-dire elle se reconnaîtra. Enfin, j'en ai que 3, hein, alors ça va. Elle se reconnaîtra. Elle était parfaitement, elle était leader entre guillemets, mais elle était leader dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais elle avait, si jamais il y avait autour d'elle des élèves par exemple qui étaient en échec scolaire, moi mes filles m'ont raconté ça, 2 de mes filles m'ont raconté ça, c'est-à-dire que comme elles étaient très à l'aise pour s'exprimer en cours et qu'elles avaient de très bons résultats, eh bien elles renonçaient à participer à l'oral pour que ceux qui étaient en échec scolaire lèvent la main à sa place pour qu'ils puissent se mettre en avant, eux, oralement, pour compenser le fait qu'ils étaient moins bons à l'écrit. C'est vous dire, quand même. Hein. Je reconnais que j'étais extrêmement fière. Et c'est elles qui m'ont raconté ça. Elles m'ont dit, ben non, écoute, on préfère, on fait comme ça, parce que, voilà. J'étais un peu sur le cul, hein, je dois dire. Mais comme quoi, les enfants sont capables d'être quand même extrêmement attentifs à ceux qui sont dans la difficulté. La solidarité entre enfants, ça existe. Hein. Moi, je me souviens, quand ils étaient à Ménilpanville, il y avait un gamin, bon, je ne vais pas le citer, mais il y avait un
un enfant qui avait quelques années de plus. Et vous savez, dans les petites écoles de campagne, quand on arrive au collège, les enfants qui viennent de la même école du petit village à côté, ils se connaissent entre eux, quoi. Ils prennent le même car le soir, ils arrivent avec le même car le matin et tout. Alors même s'ils se connaissent pas nécessairement, ils savent qu'ils sont originaires de la même école. Et dès qu'il y en avait dès qu'il y avait un des collégiens qui touchait ou qui faisait du mal ou qui insultait ou un gamin de son école dont il était originaire, il y allait, quoi. Et il prenait sa défense. J'avais trouvé ça super marrant parce qu'il y avait une espèce de fraternité du même village, quoi. J'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors, tout ça pour dire que dans les écoles, il ne se passe pas que des problèmes de harcèlement, il se passe aussi énormément de choses très intéressantes entre les élèves, hein. Faut pas noircir le tableau non plus. Mais j'en reviens au rythme scolaire. Un enfant qui est victime de harcèlement va être d'autant plus facile à aider individuellement pour s'en sortir qu'il aura trouvé par le biais de rythme scolaire, certaines ficelles qu'il va pouvoir exploiter pour se mettre en valeur. Alors je vais vous parler de mon cas personnel. Moi, au moment où j'étais harcelée, j'étais pensionnaire au lycée Corneille à Barentin, bon, j'allais très mal pour d'autres raisons que je n'avais jamais partagé avec personne, parce que mon problème de pédophilie, je le portais seul, et donc tout le monde était... enfin, personne ne le savait, quoi, absolument personne. Donc les filles qui étaient pensionnaires avec moi et dont j'étais la victime ne le savaient pas non plus, bien évidemment. Et il y en avait une qui était particulièrement coriace, qui était carrément mon souffre, c'était vraiment, j'étais son souffre-douleur. Une nana d'une connerie rarement rencontrée, je dois dire. Encore maintenant, quand j'y repense, c'était assez consternant. Elle faisait de d'ailleurs, c'est intéressant, c'était Coco Amor, et elle faisait de l'anticlérical primaire, quoi. Voilà, c'est une forme d'intégrisme, en fait. L'anticléricalisme, je le pense vraiment en plus, l'anticléricalisme est une forme d'intégrisme, en fait, hein, complètement. Bon, bref. Donc, c'est vous dire, quand elle entendait un chant religieux, elle se mettait à rire de façon convulsive, un peu. Hein. Alors, moi, j'allais au catéchisme et tout, et je la regardais d'un air de dire... eh ben dis donc, il y a du chemin, quoi. C'est-à-dire que j'avais suffisamment de distance pour que ce soit par rapport à ma croyance ou par rapport à la place que prenait la religion dans ma vie, alors que j'avais que 14 ans, à peu près 14-15 ans. Le fait de l'avoir ricané comme ça en écoutant un chant grégorien, où je me disais, il y a du boulot, quoi, vraiment. Hein. Et donc figurez-vous qu'un jour... donc tous les prétextes étaient bons, quoi. Je veux dire, c'était un regard de travers, c'était des insultes, enfin bref. Et un jour, il se trouve que j'étais en train de dessiner un poisson. Alors, j'étais pas en train de dessiner à main levée. Je copiais un poisson sur je sais pas où est-ce que j'avais eu le modèle. Enfin, je l'ai plus ce truc-là, je crois. Et donc, je dessinais mon poisson. Et puis, elle a posé ses deux mains, elle s'appuyait sur ses deux mains, puis elle m'a regardé dessiner pendant 10 minutes à peu près, 5-10 minutes. Et puis moi-même, j'étais, j'étais vachement aux aguets, parce qu'évidemment, quand vous avez l'habitude d'en prendre plein la gueule 24 heures sur 24 quasiment, c'est vrai qu'à partir du moment où votre ennemi est là à 50 cm en train de regarder ce que vous faites, je vous explique pas dans quel état psychologique j'étais. Enfin bref, donc j'étais en train de dessiner mon poisson, et puis au bout de 10 minutes, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui dis, j'aimerais bien faire du dessin. Et là, à partir du moment où j'ai dit ça, elle m'a dit, écoute, c'est ton truc le dessin. C'est ça que tu feras plus tard. À partir de ce jour, elle ne m'a plus jamais fait chier et elle m'a respecté. Je vous jure que je vous mens pas et je n'arrange pas mon souvenir. C'est très exactement ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, nom de Dieu de merde, incroyable. C'est-à-dire que j'avais réussi à faire entièrement tourner le vent uniquement grâce au dessin que j'avais fait. Ça devait être une truite d'ailleurs.
Je sais pas si c'était la truite de Schubert ou je me souviens plus, hein, honnêtement, je me souviens plus du tout où j'avais eu ce dessin. C'était un. Alors il n'était pas dessiné de façon simpliste, hein. Il était la queue un peu tournée. Enfin, c'est un truc assez élaboré quand même, quoi. Et c'est dommage que j'ai pas gardé ce dessin, mais c'est vrai que c'était intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais attrapé la totalité de mes poissons rouges, parce que j'ai un bassin à côté. J'avais attrapé la totalité de mes poissons rouges pour repeupler la mare chez ma maman, qui est un peu plus haut, là, dans un autre hameau. Et bizarrement, avant-hier, je passe devant le bassin, il y avait plein de poissons rouges. Alors, je ne sais pas si c'est Schubert qui est venu... Je ne sais pas si c'est Schubert qui est venu les remettre dans le bassin. Mais je sais que je les avais tous attrapés, parce que j'avais attrapé, alors attendez, parce que moi je suis une rusée, hein, pour attraper les poissons rouges, parce qu'il y a plein de nénuphars, plein de plantes aquatiques et tout ça. Donc j'avais emprunté un panier en ferraille à ma maman, que j'avais mis à tremper, que j'avais immergé donc jusqu'à le haut, jusqu'à 5 cm en dessous du niveau de l'eau, dans les nénuphars, et donc évidemment, comme ça faisait une tache où il n'y avait pas de feuilles de nénuphars, les poissons venaient et tout. Puis donc j'avais juste qu'à relever, ils n'avaient pas le temps de se sauver, et je les attrapais comme ça. Donc je sais que j'avais tout attrapé. Voilà. Et là, bizarrement, il y a plein de poissons dans mon bassin. Alors, est-ce qu'ils sont tombés du ciel après la pêche miraculeuse? C'est bien rare s'il n'y a pas quelque chose dans l'évangile. Le pêche miraculeux, ça vous dit quelque chose, normalement. Enfin voilà, alors, à la question, quelle est la relation entre cette histoire de poisson et l'histoire des rythmes scolaires? Eh bien, c'est cette histoire qui est entièrement à l'origine de la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien cancre. J'étais une artiste, et puis un jour, j'ai un copain pensionnaire qui m'avait dit, je devais être en 5e, et on parlait de nos résultats scolaires et tout ça, et moi j'étais nulle partout, quoi. On va schématiser comme ça, grosso modo, j'étais nulle partout. Excepté dans le sport et le... Je faisais de l'athlétisme et de la gym, barre asymétrique, tout ça. Et athlétisme et puis du volleyball après. Je faisais que du volleyball en sport collectif parce que le volleyball, comme on est chacun d'un côté, ça me permettait d'avoir l'assurance que je ne me fasse pas bousculer. Compte tenu de mon histoire, c'était très important. Et donc... en rigolant, c'était pas méchant de sa part, mais il l'a dit en rigolant quand même. Il me dit, mais si je comprends bien, il me dit, t'es bonne dans tout ce qui est artistique et t'es complètement nulle ailleurs, quoi. Et ben oui, je lui ai dit oui, en fait, tu as parfaitement raison, et il avait parfaitement raison, et c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours su, moi, que j'étais hors norme, j'ai toujours su que j'étais une artiste et que j'avais la fibre artistique, et que le reste, c'était vraiment dur, quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était dans les années 70, il y avait quand même encore énormément de la sélection par les maths, et tous les métiers, tout ce qui était artistique, c'était carrément la 32e roue du carrosse, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enfant est en échec scolaire, le fait d'avoir les rythmes scolaires l'après-midi a toutes les chances de l'aider à trouver lui-même le truc qui va lui permettre de se hisser et de restaurer une histoire, une estime de lui-même satisfaisante. Et ça, c'est extrêmement important, parce que un enfant qui est cancre, généralement, statistiquement, a plus de risque d'être stigmatisé par ses petits camarades, et donc si jamais il peut se mettre en valeur lui-même par des choses qu'il a appris dans le cadre des rythmes scolaires, il a moins de chances de se faire d'être victime de harcèlement. Voilà. Bon, en ce qui concerne le harcèlement, moi j'avais proposé un certain nombre de choses qui ont été transmises au fur et à mesure, notamment le fait quand un enfant ou un adolescent souhaite ne pas aller en cours de récréation, parce que c'est surtout en cours de récréation que ça se produit, tous ces problèmes. En fait, le problème du harcèlement, il se passe d'une part à l'aller jusqu'à l'école, au sortir de l'école jusqu'à la maison, dans les cours de récréation, c'est-à-dire au moment intermédiaire où il n'y a pas d'adultes
hein, en passant dans un couloir, en étant croisé dans l'escalier, etc. C'est là que se produit le harcèlement. Il se produit pas pendant le cours, pensez bien, c'est trop visible pendant le cours, hein, ou pendant la cantine, etc. Ça se produit, enfin la cantine, oui, c'est faisable aussi, mais je veux dire par là que statistiquement, c'est beaucoup plus sournois que ça, hein. Alors, étant donné que c'est extrêmement sournois, le harcèlement, moi, j'avais émis un truc, c'était le fait de donner l'opportunité à des élèves, s'ils le souhaitent, de ne pas aller en cours de récréation. Il faut que dans chaque collège, il y ait un endroit où les élèves puissent aller, un endroit public où ils aient le droit d'aller, s'ils souhaitent ne pas aller en récréation. Et puis ensuite, j'ai donné la suite déjà, mais ça n'a pas à être mis dans la vidéo. mais c'est tout à fait envisageable. Et ça serait, par exemple, la bibliothèque ou le centre de documentation. Dans ce genre d'endroit, c'est tout à fait indiqué. Voilà. Il suffit tout simplement qu'un enfant aille dans un endroit particulier, CDI, bibliothèque, un endroit bien particulier, où on puisse bien planquer un micro. Voilà. Non, parce que on en arrive là quand même, hein. Y a des gens... Ce qui est terrible, en fait, c'est que je crois, moi, que les parents dont les enfants n'ont jamais été harcelés sous-estiment complètement le truc. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est pas très grave. Ça pour moi, c'est une évidence. Les gens ne se rendent absolument pas compte. C'est juste absolument terrifiant. Un enfant qui est harcelé, c'est une souffrance incommensurable. À partir du moment où les parents ont des enfants qui ont des bons résultats, et puis qu'ils ont plutôt une grande gueule, à partir du moment où ils ont le sentiment que leur enfant est du côté du manche, en quelque sorte, on va pas chipoter, quoi, hein. C'est ça, en fait, le problème. C'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave, on peut dire ça. Très grave.